Je suis épuisé. J'ai l'impression d'avoir couru 2 jours entiers en montagne. Mon corps hurle son besoin de sommeil. Mon esprit voudrait lui aussi plonger dans l'apaisement du néant. Ne plus penser, oublier. Oublier même ce que je viens de constater. Oui, oublier. Hier, au cœur de la nuit, un impressionnant orage a commencé à se déchaîner au-dessus du massif de la Chartreuse. Des grondements monstrueux parcouraient les vallées. Sol, murs et vitres tremblaient lorsque le tonnerre se mettait à rouler entre les parois rocheuses, le long des forêts centenaires, et parvenait au hameau qu'il traversait en semant l'effroi parmi la population canine. Le ciel d'un noir profond était fendu à intervalles irréguliers par les zigzags des éclairs d'une blancheur éclatante irréelle. La pluie tombait, parfois légère et presque inaudible, et d'autres fois d'une lourdeur de plomb, frappant les surfaces avec un vacarme assourdissant. Le vent lui aussi était de la partie, courbant les épineux, cassant les branches usées des vieux feuillus, jetant au sol les tuiles mal arrimées. Les sources se sont gonflées, les ruisseaux ont enflé, les filets d'eau sont devenus des torrents impétueux. Dans leur lit, les petits rochers n'ont pu rester en place, charriés par les flots puissants, végétaux et minéraux ont dévalé les pentes, arrachés à leur retraite séculaire, emportés vers l'aval. Ainsi va l'orage dans les zones montagneuses, une démonstration de la toute-puissance de la nature, et aujourd'hui comme dans 100 ans, ou comme 50 000 ans plus tôt, l'homme reste tétanisé devant ce spectacle, et il prie pour que rien de grave ne survienne. En début d'après-midi, l'orage s'est calmé. La pluie a cessé, et j'ai même entrevu un morceau de ciel bleu entre deux formations nuageuses. L'heure d'aller se dégourdir les jambes avait sonné. J'avais prévu de parcourir les mêmes sentiers que la veille, soit une 20aine de kilomètres assortis d'un bon millier de mètres de dénivelé, au départ de la maison en bordure ouest du massif de la Chartreuse. Au programme donc des sentiers peu fréquentés, des ravines, un pierrier, une forêt épaisse, mais aussi des pistes forestières, des monotraces joueurs. Bref, tout ce qu'il faut pour contenter un coureur à pied qui aime évoluer au cœur de la nature. Me voilà donc parti, sac au dos et sourire aux lèvres, car les sensations étaient très bonnes. J'ai avalé les premières pentes en courant, puis lorsque le pourcentage est devenu trop important, je suis passé en mode marche rapide, main appuyée sur les cuisses pour accompagner l'effort. Le sol était boueux, glissant, le sentier parfois se transformait en ruisseau, tellement les précipitations des dernières heures avaient été abondantes. Chapelle du château, route forestière, faux latier, puis direction le monastère de Curières, sur un sentier technique, parfois envahi par la végétation. Après une dizaine de minutes de progression sur cette sente très caillouteuse, je suis arrivé à une section complètement ravinée. Le sentier n'existait plus vraiment, emporté par des glissements de terrain et des éboulements. De l'eau s'écoulait en petits filets de tous côtés, et j'imaginais qu'une heure ou deux plus tôt, de véritables torrents dévalaient la pente. Prudemment, je me suis engagé dans la traversée et la descente des rues successifs, lorsque mon regard s'est accroché à une tache rouge sur ma droite, en contre-haut. Je m'en suis approché précautionneusement, glissant dans la boue mais dans des mains, et me suis rendu compte en arrivant au pied d'une souche de taille respectable qu'un sac à dos, rouge donc, s'était accroché dans les racines. Un peu étonné, et pour tout dire un peu inquiet, j'ai regardé alentour, mais personne n'était visible, et surtout pas de corps à qui aurait pu appartenir ce sac. C'était ma crainte. Une personne surprise par l'orage, une chute, et les torrents de boue auraient fait le reste. J'ai démêlé les bretelles du sac de l'amas de racines, non sans mal car le torrent qui coulait ici ce matin avait fortement imbriqué le sac dans la souche, et je me suis retrouvé avec ce morceau d'étoffe rouge entre mes mains pleines de boue. Il n'était pas en très bon état. La toile déchirée, les poches filées en lambeaux, une des bretelles sectionnée, les sangles effilochées, les parties métalliques rouillées. Ce sac avait clairement passé un bon bout de temps dehors, peut-être même tout l'hiver dernier. Et il avait dû être emporté par les pluies abondantes de ces dernières heures et abandonné ici par le flot puissant du torrent. Quant à son propriétaire, eh bien, mystère. La fermeture éclair de la grande poche intérieure était ouverte, et un bref examen me permit de voir qu'elle était vide. Logique.
L'arrière du sac était lacéré, laissant la poche téléphone béante et elle aussi vide. Une des poches latérales, fermée par une fermeture éclair, contenait les résidus d'un papier d'emballage. Sans doute une barre de céréales. La poche ventrale droite avait été arrachée. Quant à la gauche, elle contenait ce qui me semblait être à première vue un lecteur MP3. J'ai vérifié le compartiment arrière, qui contenait une poche à eau standard dont le tuyau avait été sectionné à mi-longueur. Cet examen complet a duré tout au plus 2 minutes. Et bien entendu, 1000 questions tournaient dans ma tête. À qui donc pouvait appartenir ce sac ? Depuis combien de temps était-il dans la montagne ? Qu'était-il advenu de la personne qui l'avait perdu ? Aucun papier, aucune marque d'identification ne me permirent de déterminer quoi que ce soit concernant sa provenance. Je décidai donc de le redescendre avec moi et d'aviser de retour à la maison. Je le glissai donc dans mon propre sac, ce qui ne posait guère de problème, le mien étant quasi vide, hormis mon matériel de premier secours et une veste. Diablement intrigué par cette découverte, il ne se passa pas une minute sans que je pense à ce sac et à son propriétaire. Ainsi, sans m'en rendre compte, j'avalai les centaines de mètres de dénivelé sans difficulté et rentrai à la maison avec plus d'1 heure d'avance sur mon chrono d'hier. Une bonne douche plus tard, et j'étais de nouveau devant ce sac. Je décidai de prendre un peu de temps pour l'examiner avant d'éventuellement l'apporter aux autorités. De toute façon, vu les mois qu'il avait passés perdu dans la forêt, il n'y avait plus d'urgence. Et vu la manière dont il avait été maltraité par les intempéries, je n'allais guère effacer d'indices. Comme je l'avais rapidement remarqué 3 heures plus tôt, la toile était déchirée en de très nombreux endroits. Mais ce que je n'avais pas vraiment compris, c'est que certaines déchirures étaient en fait très nettes et quasi parallèles, un peu comme si elles avaient été produites par les griffes d'un animal. Et de même, le tuyau de la poche à eau était sectionné de manière vraiment nette, comme si c'était le résultat d'un coup de ciseau. J'étais presque certain que les intempéries et la maltraitance due au fait d'être charrié dans le lit d'un torrent n'auraient pas pu produire ces dégâts. De nouveau, j'ai fouillé toutes les poches sans rien découvrir d'autre que ce que j'ai confirmé être un lecteur MP3. Et il ne semblait pas en très bon état. Les parties métalliques étaient rouillées, les parties plastiques étaient décolorées, les inscriptions étaient toutes effacées. Il n'y avait plus d'écouteurs, j'en déduisis qu'ils avaient été arrachés au fil du temps, sans doute coincés entre 2 rochers ou bien involontairement attrapés par une branche. Par curiosité, j'appuyai sur le bouton marche-arrêt et bien entendu, rien ne se produisit. L'appareil était humide et j'étais certain qu'il était fichu depuis au moins 6 mois. Toutefois, j'ouvris le compartiment à piles qui s'est avéré, lui, plutôt sec. Un peu étrange, enfin, pas tant que ça, puisque en l'observant de plus près, j'ai eu l'impression que ce lecteur était un lecteur spécialisé pour le sport, et donc qu'il était fait pour résister à l'humidité. Les 2 piles, de type AAA, n'avaient pas coulé et semblaient en bon état, sans doute juste complètement déchargées. Je laissai le sac en plan et filai à l'étage pour récupérer 2 piles et un casque. J'étais tout excité. Est-ce que ça allait fonctionner ? Je plaçai les piles, refermai le compartiment, essuyai l'appareil du mieux que je pouvais, et puis j'appuyai de nouveau sur le bouton marche-arrêt. Une lumière bleutée éclaira l'écran. Ah, génial, il fonctionnait encore. Les inscriptions sur les touches avaient été effacées par le temps, mais tous ces engins fonctionnent de la même manière, et ce fut un jeu d'enfant que de faire fonctionner l'appareil. Un coup de play plus tard, j'entendis une voix qui d'un coup me colla un frisson dans le creux du dos. Le son était un peu étouffé, la voix basse, comme des chuchotements, et je ressentis très clairement une forte impression de peur qui transpirait de ces paroles et me gagna en moins de 5 secondes. L'homme, car c'était bien une voix d'homme qui s'élevait doucement dans ma véranda, n'avait pas prononcé plus de 7 mots. « Je crois qu'ils sont après moi. » Et j'étais déjà bouleversé, moi qui m'attendais à découvrir la playlist d'un coureur. Serait-il plutôt Noir Désir ou Pavarotti ? AC/DC ou Tonton David ? Metallica ou Jacques Brel ? J'étais en face de ce qui me semblait être les paroles d'une personne se sachant pourchasser. Mais d'où diable ce sac provenait-il ?
Je regardai de nouveau le lecteur MP3 et m'aperçus que, comme le mien, il avait une touche permettant d'enregistrer. L'appareil avait donc également une fonction de dictaphone. Je m'imaginais alors que son propriétaire, à qui il était arrivé un sale coup, avait enregistré ses dernières impressions. Aurais-je trouvé le sac d'un disparu ? Et que lui serait-il arrivé ? Des animaux sauvages ? Un malfaiteur ? Mon esprit tournait à toute vitesse, alors que dehors, l'orage semblait reprendre. Le ciel s'était soudainement obscurci et la pluie tombait de nouveau, cinglant les vitres de la véranda. Un instant, j'aperçus mon visage qui se reflétait dans la vitre. Était-ce bien moi que je contemplais ou le disparu ? Je restai de longues secondes, hypnotisé par mon propre reflet, incapable de bouger, lorsqu'un coup de tonnerre claqua dans l'air, faisant vibrer les murs de la maison. Dehors, il faisait presque noir, alors qu'il n'était pas encore 18 heures. Je frissonnais et regardais le sac. Que faire ? Emporter tout ça immédiatement à la gendarmerie ? Et si j'écoutais encore un peu ce qui se cachait dans la mémoire du dictaphone ? J'optai pour la seconde option. Après tout, ce truc était perdu dans la montagne depuis des mois et des mois. Ce n'était pas 1 heure ou 2 qui allait changer quoi que ce soit. Je me préparai un thé, puis je montai au 2e, dans mon bureau, pour poursuivre l'écoute. La boisson brûlante me fit du bien, ainsi que la lumière crue de la lampe de mon bureau. Dehors, l'orage se déchaînait, mais c'était dehors. Ici, j'étais bien. Au sec, au chaud, en sécurité. Malgré tout, lorsque je repris le lecteur MP3 en main, un nouveau frisson me parcourut l'échine. J'avais peur de ce que j'allais entendre. Et si le type en question avait enregistré en direct son meurtre par un détraqué ? Je décidai de vérifier qu'il n'y avait pas d'autres enregistrements avant de reprendre l'écoute. Et bien m'en prit. L'appareil contenait en fait plus d'une vingtaine de séquences musicales, si je peux m'exprimer ainsi. Je me plaçai sur la première, puis lançai l'écoute. La voix d'un homme, calme et posé, se mit à me parler. J'écoutai ce premier morceau, puis passai au suivant, puis au suivant, et ainsi de suite. Au fil de mon écoute et des minutes qui passaient, je me surpris à regarder très fréquemment à l'extérieur, à essayer de deviner dans cette nuit noire qui enveloppait la maison quelle bizarrerie pourrait se tenir. Et lorsqu'un éclair déchira la pénombre et révéla les contours rectilignes des bâtiments alentours, je ne pus m'empêcher de frissonner en attendant le grondement sourd qui résonnerait aussi là-haut, dans la montagne. Sauf que dans la montagne, il n'y a pas de maison où se mettre à l'abri, et qu'il y a des choses qui rôdent. Je viens d'écouter le dernier enregistrement. J'ai froid, j'ai mal au crâne. Les courbatures générées par ma sortie et le fait que je sois assis immobile depuis plus d'1 heure paralysent mon corps. Je ne crois pas, je ne peux pas me permettre de croire ce que j'ai entendu. Et pourtant, cette voix respire la sincérité. Et la peur, bien sûr. Non, en fait, pire que ça, bien pire. Une espèce de terreur hallucinée. Celle qui vous paralyse lorsque, tout gamin, en pleine nuit, éveillé par un cauchemar, vous venez de regarder sous votre lit et que vous avez aperçu 2 yeux rouges luisant d'une malveillance à l'état pur sur le visage de Cheetah, votre singe en peluche. Je ne sais pas quoi faire de ça. Mon envie la plus forte, c'est d'aller le jeter immédiatement aux ordures. Ce qu'il représente n'a absolument rien de rationnel. Et les gendarmes n'auront de toute manière aucune idée de la façon de traiter cette affaire. Ils risquent même de me chercher des noises, comme si j'avais monté un canular. Mais oui, et si c'était un canular ? Peut-être qu'il ne s'agit que de ça, en fait. D'un type qui s'est dit « Tiens, on va rigoler un peu, je vais faire une bonne blague. » Non. Dans mon fort intérieur, je ne crois pas un seul instant à cette possibilité. Je suis même presque sûr que si je faisais des recherches, je n'ai jamais fait ça, mais désormais avec Internet, tout doit se retrouver. Eh bien, je tomberais sur une disparition inexpliquée, survenue l'année dernière, ou peut-être celle d'avant, dans les environs. Celle d'un randonneur, en vacances en Chartreuse. Enfin, en Chartreuse. Ça, c'est ce qu'il croyait. C'est décidé. Je vais détruire moi-même le sac et le lecteur MP3. Je suis certain qu'il n'y a plus rien à faire depuis bien longtemps pour ce malheureux. Et de mon côté, je préfère ne pas être mêlé à une affaire telle que celle-ci.
Je préfère d'ailleurs ne plus y penser. Je crois aussi que je vais laisser passer un peu de temps avant de ressortir en montagne. Et puis bien sûr, jamais plus je ne m'écarterai des chemins balisés. Il est plus de minuit. J'ai terminé la retranscription des paroles du malheureux. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de le faire, sans doute un hommage muet à cette victime du hasard. Je me dis que j'aurais pu être à sa place. Encore un frisson qui me parcourt l'échine. Ce ne sera sans doute pas le dernier. Je jette un regard à l'extérieur. La nuit est calme, tout semble normal. Pourtant, je sais que dans la montagne, vers l'est, quelques centaines de mètres plus haut, en bordure de la forêt, un sentier s'enfonce dans un ailleurs qui, lui, n'a rien de normal. Absolument rien. Enregistrement numéro 1. Cinquième jour de vacances, 3h43, parking de la poste de Saint-Laurent-du-Pont. Objectif du jour, aller-retour du parking à 415 mètres d'altitude jusqu'à la grande mur, 1920 mètres d'altitude. Je compte environ 10 heures. J'espère observer au passage des chamois au lieu dit le cul de lampe. Enregistrement numéro 2. 4h17, je viens de quitter une route forestière pour m'engager sur un sentier humide très pentu. La forêt est épaisse, une forte odeur d'humus monte du sol, balisage impeccable. Enregistrement numéro 3. 4h32, je viens de passer une zone très humide, envahie par les herbes hautes. Un peu l'impression d'être perdu dans une zone tropicale. La température est agréable, j'ai retiré ma veste. Il fait presque chaud en montant. Enregistrement numéro 4. 5h07, petite pause, j'avais faim. J'ai l'impression que le vent est en train de se lever. La cime des arbres s'agite de plus en plus. Je commence à sentir un peu les efforts de ces 4 derniers jours. Enregistrement numéro 5. 5h29. Le vent souffle maintenant très fort. J'ai l'impression que ça tourne à l'orage. Pourtant la journée était annoncée très belle, comme les précédentes. Le ciel reste fort noir. Et pourtant hier à cette heure-là au-dessus de Grenoble, l'aube pointait déjà. Ma frontale donne des signes de faiblesse. J'espère que le jour va vite se lever. Enregistrement numéro 6. 5h58, ça y est, il pleut très fort. J'ai entendu à plusieurs reprises le tonnerre, ça fait un vacarme terrible. Le vent a encore forci, je me suis réfugié quelques instants sous un arbre énorme, un hêtre ou un charme, je ne sais pas trop. Il fait toujours très noir, et ma lampe n'éclaire plus grand-chose. Si ça se calme pas, je redescends, tant pis. Enregistrement numéro 7. C'est une véritable tempête. J'ai l'impression d'être en train d'essuyer un ouragan en pleine mer. J'espère que l'arbre va tenir bon. Je ne bouge plus d'ici tant que ça ne s'est pas calmé. Enregistrement numéro 8. Il est 6h42. La tempête est terminée. Elle s'est arrêtée soudainement. Je n'avais encore jamais vu ça en pleine montagne. Le jour s'est levé. La lumière filtre à travers les branchages. C'est superbe. L'eau s'écoule de partout. Des taches de soleil éclairent le sol. C'est détrempé. Et j'ai même l'impression de voir des champignons pousser à vue d'œil. Je ne sais pas où s'étaient cachés les oiseaux, mais ils sont ressortis et ils réalisent un véritable concours de chant. Bon, je repars à la montée. Je pense que je ne suis plus très loin du lieu dit le cul de lampe. Enregistrement numéro 9. 7h45. Ça fait plus d'une heure que je suis reparti à la montée. Le chemin monte en lacets serrés et donc très raide. Les ruisseaux se sont formés un peu partout pour évacuer l'eau de l'orage. Des pierres ont dévalé de plus haut. Je fais très attention, il n'y a plus de balisage. Mais de toute façon, le chemin est évident, il n'y a pas de bifurcation. J'ai vérifié mon portable, mais je ne capte aucun réseau. Enregistrement numéro 10. Il est 8h29 et le sentier monte toujours, en lacets rapprochés. Ça ne correspond pas à ma carte. J'ai dû me tromper plus bas, peut-être juste avant l'orage, quand il faisait encore noir. Maintenant, le jour est parfaitement levé, mais je ne vois pas très loin. La végétation m'environne de toutes parts. Mon altimètre m'indique 1450 mètres, soit presque l'altitude du cul de lampe, 1500 mètres.
Je monte encore un peu. Enregistrement numéro 11. Je ne sais vraiment pas où je suis. Impossible de trouver la trace de sentier sur ma carte, et pourtant il est bien tracé, il est bien caractéristique, avec ses lacets réguliers et rapprochés. Je suis à 1800 mètres d'altitude maintenant, et toujours à flanc de falaise, entouré de végétation. Bon, il va bien finir par déboucher quelque part ce sentier. Il semble qu'il y ait du passage dessus, en tout cas il n'est pas envahi par les herbes. Enregistrement numéro 12. Je pense que mon altimètre déconne. Ça doit être à cause de l'orage et des différences de pression. Et il m'annonce 2322 mètres d'altitude, alors que le massif de la Chartreuse culmine à un peu moins de 2100 mètres. Et puis de toute façon, je ne suis pas près de Chamchaude, le plus haut sommet du massif, mais plutôt dans le secteur de la Sûre, qui culmine à 1920 mètres, je crois. Saleté de matériel. Je continue à monter. Mais cette fois-ci, le sentier n'est plus enlacé. Il monte tout droit dans une forêt assez impressionnante. Elle est faite d'arbres tordus dans tous les sens, un peu comme des palétuviers. Ils se rejoignent au-dessus du sentier, ils forment comme une voûte naturelle, si bien qu'il fait de nouveau assez sombre. J'hésite à repartir en arrière, mais il n'est pas encore très tard. Il n'est même pas 10 heures, et le sentier est vraiment bien tracé, sans bifurcation, donc je peux facilement retrouver mon chemin. Enregistrement numéro 13. C'est idiot, mais je commence à avoir un peu peur. Je n'ai pas vraiment la moindre idée d'où je peux me trouver. Mon altimètre ne s'arrange pas, il indique 2915 mètres. Mon portable ne capte rien de rien. Les arbres sont toujours là, le sentier qui monte de manière quasi rectiligne aussi. Le sol est un peu spongieux, il y a un peu de brouillard même maintenant. Et par contre, il y a plus d'oiseaux, il y a aucun autre bruit d'animal d'ailleurs. Je crois que je ne verrai pas de chamois aujourd'hui. Enregistrement numéro 14. Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de retourner en arrière en arrivant au pied d'une barre rocheuse où le sentier s'engageait, mais après une vingtaine de mètres, le chemin s'est perdu au milieu des arbres. Pourtant, il avait l'air bien tracé quand je l'ai monté. Je comprends pas, il n'y a plus aucune sente, juste le sous-bois spongieux. Je n'arrive même pas à retrouver mes propres traces de pas. On dirait qu'elles se font comme avalées au fur et à mesure par le sol. Je n'ai pas envie de m'engager au milieu des arbres, leurs formes torturées me font peur. J'ai pas trop le choix, je crois qu'il faut que je continue. Plus haut, je finirai bien par voir où je suis. Enregistrement numéro 15. Je suis dans la barre rocheuse. Ça va. Le sentier est abordable. Il n'y a pas de zone à escalader. En tout cas, pas pour l'instant. Le brouillard semble devenir un peu moins épais. Il n'y a plus de végétation. Je sens même le soleil qui réchauffe un peu l'atmosphère. Je sens que je vais bientôt déboucher quelque part. Peut-être même que je vais voir mes chamois, qui sait. Enregistrement numéro 16. J'ai débouché de la barre rocheuse et du brouillard et Enregistrement numéro 17. je suis sur une espèce de plateau. Et à mes pieds du sud au nord-est, enfin c'est ce que me dit la boussole intégrée à l'altimètre, s'étend une mer de nuages à perte de vue. Pas moyen de me situer par rapport à l'absence de paysage. Côté sud-ouest, une montagne s'élève. Un gros kilomètre de moi, je dirais. Le sentier continue vers elle. La montagne me fait penser aux drues. Sa verticalité me donne le vertige. Je ne vois pas son sommet. Il est perdu dans les nuages. Mon alti m'indique 3850 mètres d'altitude. C'est bien sûr rigoureusement impossible. Ma montre indique 16 heures. Il faut que je trouve un moyen de redescendre d'ici. Enregistrement numéro 18. J'ai fait le tour du plateau par la droite, j'ai pas trouvé d'autre chemin. J'ai l'impression que de l'autre côté, ça ne sera pas mieux. Je me dirige vers la paroi rocheuse au sud-ouest. Enregistrement numéro 19. J'ai retrouvé le chemin. Il monte en serpentant à l'assaut de cette nouvelle montagne. Il n'a pas l'air trop compliqué. Le
soleil me semble encore haut. En tout cas, la lumière est parfaite. Je préfère ne pas regarder vers le haut, là. La paroi me semble tellement verticale que j'ai l'impression que plus elle monte, plus elle s'évase. Je m'y engage. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça à faire. Enregistrement numéro 20. Je ne sais pas depuis combien de temps je monte. Bizarrement, je me sens très en forme. Bien plus que quelques heures plus tôt. Si j'en crois mon altimètre, je monte encore à plus de 800 mètres heure. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, il m'indique 4762 mètres d'altitude. Pourquoi pas, au point où j'en suis rendu. Le sentier est un peu technique, mais jamais vraiment difficile. Par contre, par moments, il y a du gaz. Je pense qu'il faudrait pas tomber là. Enregistrement numéro 21. Mais c'est de la folie. Je monte toujours. Plus de 5200 mètres à l'alti, mais où je suis, bon sang? Enregistrement numéro 22. Et il y a 2 minutes, je viens d'entendre quelque chose d'horrible. Ça m'a glacé le sang. C'était un cri perçant. Il résonne encore dans mon crâne. Je crois que je vais me reposer un peu avant de continuer. Enregistrement numéro 23. Je crois que ce sont des oiseaux qui poussent ces cris. J'en ai encore entendu deux. Des autres, pas les mêmes. L'un plus grave et l'autre encore plus horrible. Comme s'il essayait d'articuler des paroles. J'entends aussi leurs ailes qui glissent dans l'air. Comme les chocards à bec jaune quand ils planent tout près de vous lorsque vous déballez votre pique-nique au sommet d'une montagne. Je ne les vois pas. La pénombre est tombée d'un coup. Le sentier reste bien visible par contre. Le sol et la roche à ma main droite luisent faiblement dans le noir. Enregistrement numéro 24. C'est un cauchemar, c'est pas possible. La lune s'est levée. Enfin, je pense que c'est la lune, mais elle est beaucoup plus grosse que d'habitude. Et puis je reconnais pas les taches, c'est bizarre. Peut-être parce que je suis plus haut, que l'angle n'est pas le même, je sais pas. Mon altimètre m'indique 6315 mètres. Mais ça n'a pas de sens, j'ai même pas froid, j'ai pas de problème de respiration. Et je suis dans les Alpes, bon sang. Au-dessus de moi, la paroi semble toujours aussi verticale, mais le sentier poursuit son cheminement à flanc, accroché à la roche. La pierre luit faiblement, sous la clarté de la lune. Plus bas, j'aperçois le plateau, sur lequel j'étais tout à l'heure. Il me semble minuscule. J'ai l'impression que la montagne s'élève en dévers. Sa base semble minuscule et l'endroit où je suis, en comparaison, me semble beaucoup plus large. Un peu comme dans les dessins animés, avec Bip Bip et le coyote. Ouais, un dessin animé. J'ai mal au crâne. Je me suis forcé à regarder plus loin, mais même si le mal de tête empire en faisant ça, mais sous la clarté lunaire, une clarté rougeâtre, j'ai aperçu une forêt immense. J'ai l'impression qu'elle est plus grande que la forêt équatoriale. Et puis plus loin, des plaines, immenses elles aussi, totalement nues, traversées par un fleuve qui me donne l'impression d'être aussi large que la Manche. Un fleuve tellement noir qu'il en est hypnotisant quand on le regarde trop longtemps. J'ai l'impression que je pourrais basculer dans le vide. C'est comme s'il m'attirait. C'est surréaliste. J'ai toujours pas de réseau téléphonique, bien sûr. Je sais pas quoi faire. Mon corps frissonne parfois sans que je puisse le contrôler. Je sais pas. Je crois qu'il faut que je monte encore. Enregistrement numéro 25. Je sais d'où viennent les cris. Ils volent autour de la montagne. Ils sont une demi-douzaine. Ils m'ont repéré, je crois. Je dois chercher un abri. Enregistrement numéro 26. Je crois qu'ils sont après moi. Ils m'ont repéré. Ils vont pas me lâcher. Ah!